Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons largement sur l'événement qui a marqué le week-end, la journée mondiale des pauvres. Elle s'est notamment vécue dans 12 diocèses apôtres, au Québec, Rome et Paris. Le témoignage exceptionnel d'une mère porteuse américaine actuellement en France pour alerter sur les dangers de la GPA. Et puis un reportage à Monaco où la nouvelle maison diocésaine a été inaugurée. L'actualité en France, c'est aussi la colère des Gilets jaunes qui se poursuit et qui suscite beaucoup d'interrogations. Mouvement de contestation sans les partenaires sociaux habituels, crise de confiance avec les élites, fracture géographique. Nous en parlons dans notre dossier avec Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Et pour débuter notre journal, retour sur la deuxième édition de la Journée mondiale des pauvres instituée par le pape François à l'issue du jubilé de la miséricorde il y a 2 ans. Et pour créer la dynamique de ce rassemblement mondial, 12 diocèses apôtres ont proposé des repas partagés, des moments d'échange et des temps de prière pour permettre aux fidèles de vivre le souhait cher au pape François, une église pauvre pour les plus pauvres. Ouagadougou, Manille, Wellington, voici quelques-uns des diocèses piliers. Québec au Canada en faisait aussi partie. Le cardinal Lacroix a célébré une messe puis s'est mis au service d'une centaine de personnes en situation de précarité lors d'un repas convivial où des paniers de nourriture ont aussi été distribués. L'archevêque de Québec revient sur le sens de cette journée. La Journée mondiale des pauvres, comme les autres journées thématiques que nous avons au cours de l'année, nous aide à garder nos horizons bien ouverts pour ne jamais oublier des personnes qui font partie de notre communauté. Et c'est l'Évangile. Les pauvres, les personnes dans le besoin de toutes sortes font partie de notre communauté et nous devons prendre soin d'eux. Et ils font partie de notre communauté pour nous aider aussi. Il n'y a pas nous qui les aidons, ils nous aident à vivre l'Évangile et font partie de la famille. Alors je suis très heureux de cette journée qui nous permet de vivre dans la proximité des événements qui sont enrichissants les uns pour les autres. À Rome, le pape François a lui aussi partagé un repas dans la salle Paul VI au Vatican avec 1500 personnes en situation de précarité. Juste avant, il a célébré la messe en la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père a centré son homélie sur 3 actions modèles accomplies par Jésus dans l'Évangile. Laisser, encourager et tendre la main à celui qui n'a rien. Une messe au cours de laquelle des personnes en galère ont participé à la liturgie. Comme Alexandre, un Français, il a lu une intention de prière. Ô Père, donne au pape François et à tous les évêques la même assurance évangélique que l'apôtre Pierre pour enseigner ceux qui ne te connaissent pas et exhorter les pécheurs. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a rappelé ma nécessité de devoir, mon devoir d'être chrétien. J'ai été baptisé à l'âge de 37 ans, j'ai pas reçu aucune éducation dans la foi. J'ai fait plein d'erreurs et Jésus est venu me chercher pour me tirer de là. Maintenant, je suis Jésus, je le tiens par la main et je tiens Marie aussi par la main, la Sainte Vierge. Parmi les 12 diocèses apôtres de cette journée, ceux de Lyon et Paris. Dans la capitale, un grand repas festif et une messe ont été organisés dimanche dans l'église Saint-Eustache. Vendredi soir, une veillée de prière au Sacré-Cœur de Montmartre a lancé ce temps fort de l'église. Nous y étions. Dans la basilique du Sacré-Cœur, ce soir, les fidèles peuvent venir se réchauffer autour d'une soupe. Un temps de partage avec les plus précaires pour le lancement de la Journée mondiale des pauvres. Est-ce que vous voulez un petit bonbon, les amis? Voilà, le bonbon de l'amitié. Mais c'est avant tout une soirée consacrée à la prière. Après le témoignage de personnes en situation de précarité, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, anime un temps de méditation devant le Saint-Sacrement. Car les fidèles ne sont pas seulement invités à aider les plus démunis, mais aussi à découvrir leur propre pauvreté. On est dans un monde où on vous dit vous devez être le plus fort, vous ne devez jamais tomber, ne jamais faire d'erreur, 0 risque. Eh ben, quand on s'accepte comme étant un précaire, parce que cette vie on la reçoit à la seconde, ça change tout. Et ça appelle à davantage d'humilité, en tout cas. C'est ça que je retiens. On n'est pas dans du misérabilisme,
loin de là. Et que il n'y a pas que des précarités économiques autres, on est tous des précaires. Je retiens que tout simplement que prier tous ensemble, ça nous élève à la sainteté. Et en particulier, ouais, on a prié avec tous ces gens qui sont vraiment comme nous et parfois qui même sont nos maîtres, comme on dit. Les pauvres sont nos maîtres. Donc c'était un vrai moment de communion. Un moment de communion et un encouragement à se laisser évangéliser par les plus pauvres, comme y appelle le pape François. KTO vous propose de revivre cette journée avec l'émission Hors les murs, diffusée ce vendredi à 20h40. Dimanche, lors de l'Angélus, le pape François fait part de sa douleur après un nouveau massacre en Centrafrique, tuant 37 personnes, dont 2 prêtres. Jeudi dernier, des rebelles ont ouvert le feu dans un refuge de déplacés abrité par l'évêché d'Alindao, au sud du pays. Monseigneur Mada, le vicaire général du diocèse, et le père Célestin, curé de la paroisse de Kongbo, sont morts dans l'attaque. Dimanche, le pape a fait part de sa proximité et de son amour à ce peuple qui lui est si cher. Au lendemain de ces paroles du Saint-Père, le père Mathieu Bondobo, vicaire général de la cathédrale de Bangui, a témoigné chez nos confrères de Vatican News. On écoute. La situation à Alindao nous montre que nous ne sommes pas encore arrivés à la paix en République centrafricaine. Certes, il y a des efforts qui se font pour que la paix revienne dans ce pays. Ces efforts qui se font, mais au même moment, nous avons en face des ennemis de la paix. Des ennemis de la paix qui ont leur schéma pour contrecarrer tous les efforts menés pour arriver à la paix. Le 29 novembre prochain sera le 3e anniversaire du voyage du pape François en Centrafrique. Je fais partie de ce comité qui est en train d'organiser une grande conférence pour voir les effets concrets de la visite du Saint-Père. Saint-Père a fait beaucoup de choses pour notre pays et sa proximité nous fait du bien. Et je crois qu'avec sa prière, la prière de l'Église universelle, on arrivera à la paix en République centrafricaine, même si présentement notre souffrance est très grande. Toujours en Afrique, au Sud-Soudan, pays en proie à une guerre civile, un prêtre a également été tué. Mercredi dernier, le père Victor Luc Odhiambo, jésuite kényan, a été visé à bout portant par un groupe armé non identifié lors d'une attaque contre la communauté jésuite à Kwebe où il résidait. Ordonné prêtre en 1987, il était le premier jésuite de nationalité kenyane. Il s'agit du 30e prêtre assassiné dans le monde en 2018. Et puis hier, dans un communiqué, la conférence des jésuites d'Afrique et de Madagascar ont appelé à la justice, à la réconciliation, à la paix et à un désarmement complet au Soudan du Sud. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, une mère porteuse américaine est actuellement en France pour témoigner de la souffrance liée à la gestation pour autrui et dénoncer le commerce qui l'entoure. Elle s'appelle Kelly Martinez et a loué son ventre 3 fois, 3 expériences douloureuses. Un documentaire sur son parcours a été réalisé par Jennifer Lal, présidente du Centre pour la bioéthique et la culture aux États-Unis. À l'invitation du mouvement La Manif pour tous, elle est venue à Paris. Elle raconte en quoi la GPA est loin d'être un conte de fées. I'm a 3-time surrogate and a mother of 3 of my own children. Finances were tough at the time. We're a young married couple, 2 small kids in the home now. And then that's when I seen the first advertisement in a local newspaper for surrogate mothers wanted. I was having lots of panic attacks. I didn't have closure with the boys. I still don't have closure. I got attached and it's ruined me for getting attached to them. I don't know how to fix that. So I just want to be able to share my story. If I can educate at least one person to not go through or risk what I did, then it would help me. Le documentaire Big Fertility est disponible sur la plateforme Vimeo. Toujours en France, le président de la Fondation Jérôme Lejeune a tenu à répondre à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Celle-ci avait réagi aux propos de Laurent Wauquiez. Le président des Républicains avait affirmé que la PMA mènerait à l'eugénisme. Agnès Buzyn a répondu qu'aucune politique publique en France n'induit l'eugénisme. Faux, lui a rétorqué le président de la Fondation Jérôme Lejeune. L'eugénisme prénatal est bien pratiqué en France. Aujourd'hui, la politique de diagnostic aboutit à avorter 96% des enfants détectés. Nous assistons à l'éradication d'une population sur la base de son génome, a affirmé Jean-Marie Leméné.
Hier, le 19 novembre, c'était la fête nationale de la Principauté de Monaco. Vous avez pu suivre en direct la messe solennelle d'Action de grâce célébrée en la cathédrale de Monaco et présidée par Monseigneur Bernard Barcy, archevêque du lieu. Une célébration en présence du prince Albert II de Monaco et de toute la famille princière. Je vous rappelle que selon l'article 9 de la Constitution monégasque, le catholicisme est religion d'État. Le prince et la princesse de Monaco qui étaient également présents lors de l'inauguration de la nouvelle maison diocésaine. Vendredi dernier, Antoine Coty était sur place. Située au cœur de la principauté de Monaco, la nouvelle maison diocésaine a été inaugurée par le prince Albert II de Monaco et Monseigneur Barcy. Une centaine de personnes étaient présentes pour cette cérémonie. La première pierre de l'édifice a été posée le 8 mai 2017. Un an et demi plus tard, c'est l'ouverture officielle pour cette bâtisse surnommée l'Agora. La maison diocésaine de Monaco s'appelle l'Agora. Nous avons choisi ce nom, qui est un nom qui est très ancien, parce que c'est une invitation à s'ouvrir à l'extérieur. Ça veut être aussi le lieu, comme un peu la place du village où les gens se rassemblent de toute croyance, de toute nationalité, de tout milieu social, parce que c'est à tous ces gens-là que l'Église doit annoncer la parole de Dieu, annoncer l'Évangile. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Béni sois-tu, Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant bénisse cette chapelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La maison diocésaine dispose de 1800 mètres carrés de locaux, 9 bureaux, 5 salles de réunion, une salle d'archives et une chapelle de 30 places. Le budget global de cette maison diocésaine est de 12 millions d'euros. On a eu plus de 300 donateurs, donc on s'est adressé largement dans Monaco, aux fidèles, aux gens de Monaco pour nous aider un petit peu à financer cette maison. Il reste une somme quand même non négligeable, mais on a bon espoir et finalement c'est l'occasion aussi de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider à terminer parce que voilà, on sera plus tranquille quand tout sera financé et c'est pas encore tout à fait le cas. S'il reste 2 millions d'euros à trouver, le diocèse peut se rassurer, les charges seront couvertes par l'État. La maison diocésaine de Monaco ouvre donc ses portes et se veut un lieu de rencontre et de partage pour tous. Sont déjà programmés des débats, des conférences et de multiples événements. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Cette semaine, le père Gonzalo Meza nous parle de la caravane des migrants du Honduras vers les États-Unis. La caravane est composée de différents groupes. Un groupe est déjà arrivé à la frontière, un autre est en route. Le groupe qui a traversé la ville de Mexico comptait plus de 4000 personnes. Lors de son séjour dans la capitale mexicaine, le gouvernement a aménagé un stade où ils sont restés quelques jours. Ils ont reçu gratuitement de la nourriture, des soins médicaux, des vêtements et articles de première nécessité. Le gouvernement mexicain a aussi créé un programme pour offrir l'asile aux membres de la caravane. Pourtant, seuls quelques dizaines d'entre eux ont accepté cette offre du gouvernement. La raison est simple. Leur objectif est d'atteindre les États-Unis et pas rester au Mexique. La partie la plus difficile sera sans doute l'entrée aux États-Unis. Il y a un groupe de quelques centaines de personnes qui sont déjà dans la frontière, dans l'État de Tijuana. Mais ils ne pourront pas entrer facilement aux États-Unis et ils doivent attendre au Mexique. Le président américain envisage d'envoyer 15 000 soldats à la frontière pour protéger son territoire. En plus, le 9 novembre, le président Trump a signé un décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes ayant traversé illégalement la frontière avec le Mexique. Et ça, c'est le cas de la plupart des membres de la caravane. Selon ce nouveau décret, ceux qui souhaitent déposer une demande d'asile aux États-Unis devront patienter plusieurs mois au Mexique avant d'être convoqués par les autorités américaines pour que leur dossier soit étudié. Bien évidemment, cela va créer un problème dans les villes frontalières du Mexique, comme c'est le cas maintenant dans l'État de Tijuana. C'est un problème pour le Mexique parce que dans la ville de Tijuana, il n'y a pas les moyens d'offrir logement et nourriture aux milliers de personnes de la caravane. Il faut prier afin qu'on trouve une solution juste à ces problèmes. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine.
Que Dieu vous bénisse. Merci Père Mezza. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Joseph Touvenel, bonsoir. Bonsoir. Alors les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien, notamment avec vos interventions régulières dans l'émission Le Travail dans tous les sens. Vous êtes également vice-président de la CFTC. Et ce soir avec vous, eh bien, on va un peu discuter de la colère des Gilets jaunes qui se poursuit. Ça continue à faire la une de l'actualité. Peut-être pour commencer, comment fait-il que cette contestation ne passe pas par les syndicats ? Il y a sans doute deux raisons principales. La première, c'est que les syndicats s'occupent de l'entreprise. Que cette contestation, elle déborde largement le champ de l'entreprise. Il y a d'ailleurs des professions libérales qui sont dedans, il y a des paysans, il y a des artisans. Ça, c'est la première raison. La seconde raison qui doivent interroger les organisations syndicales, c'est le manque de confiance dans les corps intermédiaires. Corps intermédiaires que sont les organisations syndicales. Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui amène les Gilets jaunes à sortir, à occuper des ronds-points, à faire des actions diverses et variées. C'est cette perte de confiance dans ceux qui sont censés les représenter, à commencer par les politiques. Et ça, c'est grave. C'est grave, mais en fait, les Gilets jaunes, vous savez, vous comme moi, quand on commence à être malade, souvent on jaunit. Mais voilà, la France est malade, et il y a la jaunisse qui apparaît. Ça doit être pris en compte. Ce mal-être, il est vrai. Alors dans les Gilets jaunes, on peut tout avoir, on nous décrit qu'à tel endroit, il y a des extrémistes, qu'à tel autre. Oui, d'accord. Mais il y a un mal-être, et sans doute que ce ne sont pas les plus pauvres qui sont là, mais ce sont les gens qui sont en train de s'appauvrir. Et ça fait des mois et des années, c'est pas ce seul gouvernement qu'on est responsable de cette perte de confiance, de cet appauvrissement progressif, de cet abandon ressenti dans les campagnes et dans les villes aussi. Comme on ne traite pas le problème, comme on fait de la com plutôt qu'autre chose, et comme souvent on ment en faisant des promesses qui ne sont pas tenues, ou en mentant en déformant les choses et la réalité, les gens, au fur et à mesure, ils accumulent, et puis à un moment, ils n'en peuvent plus, et ils s'organisent avec les nouveaux médias, avec Internet, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui n'est pas bien, autant j'ai une certaine sympathie pour les Gilets jaunes, parce que je comprends cette colère, ce mal-être, et il y a des gens qui souffrent, et il faut qu'ils le disent et qu'ils le montrent. Autant c'est très inquiétant pour un pays qui est en train de se dresser les uns contre les autres. Et avec la foule, c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que c'est pas les réactions les plus intelligentes, même si on voit les Gilets jaunes à certains endroits où c'est très sympathique, convivial, et où les gens retrouvent un sens de l'action commune, c'est-à-dire un sens citoyen. En fait, ils participent à la vie de la cité. Il faut aussi que le politique s'en saisisse, ça. Disant, voilà, on a des citoyens qui agissent. Alors, agissons peut-être avec eux, et puis ce qu'on demande aux politiques, pour eux, y compris aux syndicats que je représente, d'être plus proches de ces préoccupations. Crise de la représentativité, vous venez de le dire. On parle aussi d'une opposition entre la ville et les champs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a toujours existé. Le monde paysan, c'est pas le monde de la ville. Il y a une opposition, mais je ne la vois pas comme celle-là. Effectivement, dans les territoires, dans les campagnes, il y a des abandons progressifs. On le voit très bien pour les problèmes de déplacement. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la taxe sur les diesels et les nouvelles réglementations sur les véhicules. Quand je suis à la campagne, dans un territoire isolé, que j'ai besoin d'avoir 2 véhicules pour aller travailler, dont un qui est une vieille guimbarde tout sautante, j'ai des réglementations qui font que maintenant j'ai l'interdiction de l'employer. Et quand elle peut encore rouler, on me met des taxes. Eh bien, quand, à partir du 15 du mois, je suis déjà dans le rouge, je n'en peux plus. Ça, c'est la France des campagnes. Mais dans les villes, il y a aussi des problèmes, du mal-être. Il y a des gens qui ont acheté des appartements il y a 8 ans, il y a 10 ans, avec un budget. Depuis, les charges ne cessent d'augmenter, y compris les impôts, quand on dit pas d'augmentation d'impôts. Parce que les gens, c'est ce qu'ils payent, notamment dans les impôts locaux. Ça, c'est les impôts. Quand les taxes augmentent, ils le payent et à un moment, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus et ils soutiennent aussi pour beaucoup ces opérations des Gilets jaunes parce que le quotidien, ils le vivent. Les familles au quotidien vivent ces problèmes du logement, le problème de l'éducation des enfants qui a un coût, y compris quand on nous dit que l'école est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Elle est en grande partie gratuite dans le public, mais elle a un coût pour les familles et les familles ont de plus en plus de mal à le supporter. Tiens, famille, encore un corps intermédiaire qu'on est en train de laminer. Il faut revenir à redonner du sens et de la force aux corps intermédiaires. Vous parliez de la hausse des carburants, puisque le gouvernement justifie ces hausses au nom de l'écologie. Alors d'un côté, on a le sentiment que si on s'occupe d'écologie,
on ne peut pas s'occuper des personnes. De toute façon, il va y en avoir qui vont payer. Ou alors, on s'occupe de ceux qui gagnent moins d'argent, mais on met de côté l'écologie. Est-ce qu'il faut raisonner comme ça, selon vous ? Absolument pas. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si un bateau qui va sauver des gens qui sont en Méditerranée, il pollue parce qu'il consomme du gasoil ? On priorise. Et d'ailleurs, dans transition énergétique, il y a transition. Il faut faire la transition énergétique. Il faut mieux respecter la planète. Notre maison commune, comme dit si bien le pape François. Mais ça peut se faire progressivement. Là, il y a une mesure brutale qu'une surtaxation du gasoil. Et en plus, hier, j'étais avec un député de La République En Marche qui expliquait que l'augmentation était due uniquement au prix du baril qui avait augmenté. Oui, le baril a augmenté. Il a augmenté pour tous les types d'essence. Et dans ma station-service, quand je fais le plein avec mon samplon 98, maintenant, je le paye moins cher que le diesel. C'est pas la fluctuation du baril, c'est l'augmentation des taxes. Alors les gens, ça, ils le voient, ils s'en aperçoivent et ça leur coûte cher. Donc la mesure brutale n'était pas la bonne mesure. Et en plus, venir leur expliquer, vous comprenez rien, c'est uniquement de la faute à la variation du baril, mais alors du coup, ce n'est plus audible et le politique est totalement décrédibilisé. On lui dit, il nous ment. Donc même quand il va dire les vérités, il ne va plus être cru. Ça, c'est dramatique pour la démocratie. Une crise de confiance dramatique. Le président de la République, Emmanuel Macron, disait il y a quelques jours « Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants ». Pour vous, qu'est-ce qu'il faut remettre en place pour que cette confiance soit à nouveau gagnée par les politiques ? Il ne faut pas tromper, il ne faut pas mentir, il ne faut pas être dans la com. Il faut dire les choses, il faut agir. Je vais vous prendre un exemple précis. Moi, j'ai négocié des accords avec le patronat, des accords nationaux. Le gouvernement nous dit, on respectera votre accord. Très bien. On arrive à un accord et le gouvernement auquel faisait partie M. Macron sort une partie de l'accord et change, notamment pour les indemnités pour les salariés qui ont subi un préjudice qu'on appelle les indemnités prud'homales. L'accord, c'est un point d'équilibre. Patronat syndical, on était arrivé à un point d'équilibre. Quand le gouvernement arrive derrière, et parce qu'il veut faire le contraire, renie sa parole, et fait qu'en France aujourd'hui, un salarié qui a subi un préjudice ne pourra pas, dans un certain nombre de cas, être réparé intégralement, ce qui me paraît absolument injuste, mais surtout, le gouvernement a affaibli les corps intermédiaires, est allé à l'encontre d'un accord, et après les salariés vont dire « mais à quoi vous servez ? Vous nous dites que vous êtes arrivé à un accord équilibré, mais le gouvernement derrière, ça c'est mortel. Il faut qu'il l'arrête. Il faut qu'il redonne aux familles leur pleine possession de leur pouvoir sur l'éducation des enfants. Quand je vois qu'aujourd'hui, le congé parental, l'État a décidé que si les deux parents ne le prenaient pas, on le réduisait. De quel droit l'État va décider au nom des familles ? Il me semble que dans les familles, quand il y a un père et une mère, ils sont majeurs, d'ailleurs ils votent, alors ils ont le droit de décider eux-mêmes en fonction de leurs envies, de leurs besoins et de leurs possibilités, notamment financières, qui peut et doit s'arrêter pour élever ses enfants. Vous voyez cet exemple. Mais il faut que là, les politiques arrêtent de décider à notre place, parce que du coup, la conséquence, c'est qu'on n'a plus aucune confiance dans le monde politique, ce qui est vraiment grave. Cette crise des gilets jaunes, pour vous, elle va continuer ? Alors peut-être pas de cette façon-là, parce que les gilets jaunes, ce sont des gens qui ont besoin d'aller travailler. Même s'il y a des chômeurs, ils ne peuvent pas rester à leur carrefour. Mais je pense que dans la durée, on aura ce mouvement qui réagira d'une façon ou d'une autre. Ça a été les bonnets rouges aussi, de façon sporadique, tant qu'on n'aura pas réglé le fond du problème, qui est la prise en compte des besoins réels de nos citoyens, en disant l'économie c'est bien, mais l'économie doit être au service d'eux. Exemple, sur le repos dominical, c'est pas juste un moment où d'abord les catholiques ont le droit d'y être attachés, les chrétiens aussi, mais c'est aussi affirmer le besoin dans la société d'un temps pour autre chose que produire et consommer. Et quand on nous fait ouvrir les grandes surfaces le dimanche, ça détruit des vies de famille, ça détruit des territoires. Ce sont de mauvaises politiques et le politique n'écoute pas. Quand ces mesures ont été prises, portées par M. Macron, il y a eu un rapport qu'il a demandé. J'ai pris le rapport, je l'ai lu. Dans ce rapport sur les conséquences du travail le dimanche, pour les salariés des grandes surfaces, rien sur les conséquences sur la vie de famille, rien sur les conséquences écologiques. Alors tout le monde notera qu'une journée de fermeture des grandes surfaces, c'est moins d'énergie consommée, c'est moins de voitures sur les routes, rien sur ces sujets-là. Tant qu'on aura des idéologues qui ont une vision économique étroite, on ira dans le mur. Il faut revenir à une vision pérenne de notre société,
et pérenne de la société, ça veut dire aussi la transition écologique. Mais alors, on arrête le productivisme à tout prix, on arrête de nous dire que Noël, c'est la fête du commerce. Noël, ça ne sera pas la fête du commerce, ça a une autre signification. C'est, d'abord, pour les chrétiens, c'est une signification essentielle. C'est l'arrivée du Fils de Dieu et du Sauveur qui nous a pas dit le bonheur, c'est dans la consommation. Ben, sortons du bonheur dans la consommation et tout le monde ira mieux. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez aussi avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.